Bonjour, dans cette vidéo je vais parler de serveurs de temps. Alors non, elle ne vous donne pas plus de temps pour vos loisirs, ça c'est de la science-fiction. Je parle de serveurs qui permettent de synchroniser l'heure sur vos machines. En dehors de mettre votre machine à l'heure, ça ne fait pas grand chose d'autre. Dans ce cas, pourquoi ils sont si importants? Eh bien c'est le moment d'en parler. Il n'y a pas de quoi en faire une montagne, rien de compliqué, avec les explications et la mise en œuvre, oui, ça fait quand même un peu plus qu'un mini tuto, mais la plupart du temps, sans jeu de mots, ça passe inaperçu. Avant de passer au vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP-Info dans votre navigateur. Et alors en ce moment, j'aborde pas mal de sujets mal connus, mais pas pour autant compliqués. Les serveurs de temps, qu'on appelle aussi serveurs NTP. J'ai déjà entendu aussi dire serveurs de time zone, mais là le terme n'est vraiment pas bon. Ils n'ont juste pour rôle que de mettre là où les machines à l'heure de manière synchronisée. Pour ces machines, pour ces clients, ça se fait depuis un ou des serveurs dont c'est le rôle spécifique de fournir l'heure. Serveur NTP, c'est tout simplement pour Network Time Protocol, un protocole de temps qui est fourni par le réseau. On y ajoute un petit soft qui se connecte à ces serveurs et ça y est, j'ai presque tout dit sur le sujet. Avant d'aller voir comment ils sont utilisés, un mot sur les raisons pour lesquelles ils sont si importants. Globalement, on va trouver tout un tas de raisons. On pourra vous parler de planification de sauvegarde, d'utilisation de fichiers tagués, horodatés, pour les mises à jour, les protections du réseau, les certificats. Bien sûr, les raisons se comptent par dizaines. Mais pour résumer, ça tourne toujours autour du même sujet. Être sûr que l'heure qui est utilisée soit la bonne et la même partout. Quelle donnée est plus récente que l'autre? Comment en être sûr? À quel moment les données ne seront plus valides? Si les raisons se comptent par dizaines, on peut très vite s'imaginer les centaines d'utilisations qui en sont faites. Alors bien sûr, sans le réseau, et notamment Internet, il serait bien difficile de synchroniser tout ça. Il n'est pas rare d'avoir des postes clients implantés un peu partout dans le monde. Toutes les horloges donnent la même heure. Oui, on décale ensuite en fonction du fuseau horaire. Mais l'heure de référence, l'heure universelle UTC ou GMT, est la même partout. Alors, je rentre pas plus dedans. Le reste est souvent propre à chaque logiciel. Après, parler du fonctionnement des serveurs de temps, ça serait sympa pour la culture générale. Mais côté informatique, ce n'est pas vraiment utile. Ce qui nous intéresse, c'est comment et avec quoi la machine est mise à l'heure. Par défaut, le serveur NTP utilisé par Windows est time.windows.com. Ce n'est pas le seul. Le serveur fr.pool.ntp.org est par exemple communément utilisé pour des ordinateurs. Alors bien sûr, c'est un serveur NTP français. Sur Windows, la commande w32tm, /stripchart, computer.fr.pool.ntp.org/dataonly/samples 2.1 va interroger le serveur fr.pool.ntp.org ainsi que le décalage horaire exact. Alors bien sûr, le décalage horaire exact est inférieur toujours au dixième de seconde entre l'heure du serveur et celle de l'ordinateur. Alors bien sûr, ici, j'interroge fr.pool.ntp.org. J'aurais très bien pu interroger time.windows.com. Bon, là, forcément, si j'interroge time.windows.com, il y a peu de chances qu'il y ait un gros décalage. Sans le paramètre /samples, vous pouvez voir l'heure s'afficher quasiment en temps réel. Sinon, on peut mettre très bien 10 et avoir 10 requêtes qui vont être envoyées au serveur NTP. Alors ici, j'appelle fr.pool.ntp.org. C'est quand même probablement le plus utilisé en France.
Le serveur de temps utilisé par Windows pourra être réglé depuis la balle de registre. Alors ici, on va pouvoir trouver le serveur de temps utilisé et les différents paramètres. Donc je vais tout simplement lancer un regedit pour éditer ma balle de registre. Je vais aller dans Ordinateur, HK Local Machine, System, Current Control Set, Service, W32 Time, Time Providers, NTP Client. Et là, on peut voir par exemple le serveur qui est utilisé. Alors bien sûr, ça c'est ce que je disais, on n'y touche quasiment jamais. Et justement, c'est avec la commande W32TM, qu'on vient juste d'utiliser avant, qui va permettre de trouver toutes les informations sur le fonctionnement du service de temps de Windows. Sur Windows, c'est plutôt automatique et depuis longtemps utilisé. Je ne vais pas dire depuis toujours, mais depuis un bon moment quand même. Alors on y touche vraiment très rarement. Mais si vous en avez la curiosité et vous voulez aller un peu plus loin, je vous invite alors à taper la commande W32TM seul. Et là, seule, la commande va afficher son utilisation. Alors bien sûr, il y a de quoi lire parce que on a quand même beaucoup de possibilités sur cette utilisation. Si c'est juste pour changer le serveur, je ne vois pas forcément l'intérêt de l'utiliser. Pour ça, il y a la balle de registre. Alors je vais pas plus loin sur Windows. Vous avez toutes les informations en main. Pour le reste, vous pouvez vous amuser avec. Alors sur Linux, pour commencer, il faut installer un client NTP qui aura pour rôle d'aller se connecter au serveur NTP pour donner l'heure. On va voir que par défaut, il utilise pool.ntp.org. Finalement, c'est un peu celui que j'ai déjà parlé tout à l'heure. Il suffit juste de prendre FR et puis on a la même pool ntp.org qui prend les serveurs français. Pour Debian, on va utiliser comme commande pour l'installer un apt update. Bon, ça c'est classique pour lui dire de mettre à jour la liste des paquets. Et un apt install ntp espace-y. Y pour installer automatiquement. Si je fais juste un apt install NTP, donc comme ça on va voir que finalement le paquet n'est pas si gros que ça. Pour les autres distributions, eh bien il suffit d'adapter. On utilise DNF, Yum, le paquet existe sur toutes les distributions, et vu le paquet, ce n'est quand même pas trop compliqué à trouver. Alors je commente pas, hein, c'est pas la peine. Et puis, sinon, c'est tout. Je l'ai dit juste avant, par défaut, le fichier de configuration client NTP propose les serveurs de pool.ntp.org. Alors bien sûr, il y en a d'autres, et si on cherche un peu avec liste de serveurs NTP, ou encore mieux, on peut aller chercher sur internet liste de serveurs NTP français. En plus, on va faire green en évitant d'aller se connecter à l'autre bout de la Terre. Et en plus, plus le serveur est proche, mieux il répondra. Alors on va devoir pour ça ouvrir le fichier de configuration qui est dans etcntp.conf pour le modifier avec les nouveaux noms trouvés. Je vais donc juste faire un VI, un nano de etcntp.conf. Alors suivant le cas, ça pourra être aussi dans un sous-dossier ntpsec, comme ici par exemple. Ça dépend des versions et des systèmes, il faut toujours savoir un peu s'adapter. Dans la liste des serveurs, on va pouvoir voir une directive burst, eburst ou, là il n'y en a pas, NIOS. Alors burst va tout simplement envoyer les données coupées en 8 paquets quand le serveur est joignable. C'est utilisé pour mesurer la différence entre la latence lorsque les connexions sont un peu longues. eBurst, c'est un peu la même chose, mais il va envoyer les données en 8 paquets quand le serveur n'est pas joignable. Alors bien sûr, il tente alors de trouver un autre serveur, ce qui permet de réduire le premier temps de synchro. Effectivement, au lieu d'envoyer le paquet complet, il le coupe en 8 et il envoie qu'un huitième de paquet, donc ça va beaucoup plus vite. Alors cette option quand même est considérée quand même beaucoup plus agressive par les serveurs NTP publics, parce qu'effectivement, si le serveur ne répond pas tout de suite, on passe à autre chose. En attendant, il a quand même été sollicité. Et puis la troisième
option, c'est NIOS, N avec un I normal, pas avec un Y, OS, qui va activer les deux options. Alors pour résumer, les trois options donnent plus de précision, retour des données et plus de vitesse lors de la synchronisation. Alors l'option est intéressante, mais pourrait passer parfois comme un peu trop agressive, et de là, certains serveurs ne finissent par ne plus répondre du tout aux sollicitations. Alors si vous avez effectué des changements, alors on peut mettre juste le serveur et le nom du serveur qu'on veut utiliser, ça suffit largement. Et dans ce cas, si vous avez fait des modifications, alors bien sûr on met le serveur là où il nous intéresse d'être interrogé. Si vous voulez qu'il soit premier, vous le mettez forcément premier de la liste. Et dans ce cas, on va devoir redémarrer le serveur NTP avec une commande, alors une commande toute simple de redémarrage du service, systemctl restart NTP. On devra aussi parfois faire un systemctl restart NTPD. Donc ça, c'est suivant la version de Linux qu'on utilise. Et pour vérifier les serveurs de temps utilisés, on va utiliser une commande ntpq espace-p pour afficher la liste. Là, on se rend compte quand même que si on n'a pas de réponse, il y a quand même de quoi se poser des questions. On voit qu'il y a quand même pas mal de serveurs qui vont être interrogés. D'autant plus si vous en rajoutez encore. Alors le programme MTP, tout comme le service de Windows, se contente, et c'est déjà pas mal, de mettre la date et l'heure du système à jour. Et côté programme, parce qu'on pourrait quand même très bien se poser la question comment ça marche du côté des programmes, du côté des softs, eh bien, ils ne font qu'appeler la commande date ou getDate. GetDate, c'est pour PowerShell. Ce qui n'a aucun rapport, finalement, avec le client qui interroge le serveur ou même le serveur NTP. Alors, bien que les différents programmes utilisent la date courante, le programme se fiche complètement du comment elle en est arrivée là, ou même si elle est tout simplement synchronisée. Il a besoin de 7 heures pour travailler, mais il le prend tout simplement dans le système, il prend celle qui est retournée par le système. Et là, de ce côté-là, il y a aussi pas mal de choses. Il peut le récupérer sous forme de date, il peut le récupérer sous forme de temps depuis le début de fonctionnement, depuis 1900. Donc là, il y a vraiment aussi encore pas mal de choses à en parler. Alors bon, rien de compliqué dans tout ça, au-delà d'être utile pour certains programmes, la synchronisation de l'heure est quand même intéressante. C'est déjà ça de moins à se soucier. Côté fonctionnel, eh bien c'est quand même bien plus important qu'on pourrait le penser. Un simple décalage de quelques secondes pourrait très bien gripper complètement l'engrenage. D'où quand même l'intérêt de vérifier une fois de temps en temps si tout se passe bien et si tout est à l'heure. Alors j'espère que le sujet vous a plu. Dans ce cas-là, vous pensez à liker. Rien de très compliqué ici, je classifierai tout ça quand même dans de la connaissance générale. Après, c'est toujours suivant le niveau de chacun. Si vous avez des questions, je déroule un peu. Et j'ai pu aussi oublier certains détails. N'hésitez pas au besoin à les compléter. Si vous avez des suggestions, vous pouvez aussi les laisser sous la vidéo. Alors en ce moment, je traite pas mal de sujets divers, bien sûr, il y en a tout un tas d'autres. Alors à bientôt.